Eh bien, je vous souhaite à présent la bienvenue à ce premier webinaire en ce 11 décembre qui porte sur les enjeux de transition énergétique pour les territoires. Il sera ponctué donc, de temps d'interactivité et de temps d'échange. J'invite à présent Raymond Charbonnier, président du CIDELA, maire de Paimboeuf, puis Frédéric Dunet, premier vice-président du CIDELA, premier adjoint de Guérande, à introduire ce webinaire. Donc Raymond Charbonnier, nouvellement élu président du CIDELA. Et le CIDELA, je le rappelle, c'est le syndicat d'électrification et d'énergie de Loire-Atlantique. C'est un acteur public référent de l'énergie au service des collectivités et né de cette volonté de mutualisation des communes et pour les communes. Un aspect très important. Nous sommes, alors, dans les collectivités, il y a de nouveaux élus, très nombreux, et au CIDELA aussi. Et il nous a semblé important de pouvoir présenter le CIDELA, qui, à travers ses missions et ses expertises, constitue une véritable boîte à outils à même d'accompagner les projets des collectivités dans tous les domaines historiques, et puis, notamment, sur les PCAET que tous les EPCI ont adoptés. Voilà. Donc, je laisse la parole à Frédéric pour la suite. Il s'agira pour nous de vous montrer à travers les 8 prochains webinaires comment le CIDELA agit à vos côtés pour vous aider dans vos projets et dans votre gestion de votre patrimoine réseau. Ce premier webinaire vise à planter le décor du contexte énergétique français et ligérien. COP21, loi de transition énergétique, décret tertiaire, décret GTB. Ok, et concrètement, que cela implique-t-il pour nos communes? Nous tentons d'y répondre. La seconde partie du webinaire aura pour vocation de vous apporter les éléments du contexte sur le réseau électrique, propriété des communes ou parfois transféré au CIDELA. Il est parfois bien compliqué de comprendre les rôles d'Enedis, du CIDELA et d'autres intervenants sur nos communes, de bien comprendre les enjeux des uns et des autres, avec les évolutions fortes sur les usages que nous connaissons tous, la mobilité électrique, l'énergie renouvelable, l'autoconsommation, entre autres. Je laisse la parole à Raymond à nouveau pour terminer cette introduction. Oui, donc en fonction des éléments dont on vient de parler, Frédéric, nous avons dégagé un certain nombre d'enjeux importants. Et les webinaires suivants, celui d'aujourd'hui, sont focalisés et nous essayons de vous fournir quelques clés pour vous accompagner dans vos projets. Donc, le 8 janvier, la fracture électrique, réseau Smart Green, RIG. Le 22 janvier, projet éolien et projet d'énergie renouvelable citoyenne. Le 5 février, éclairage public, infrastructure électronique. Le 19 février, maîtrise de l'énergie consommée dans nos bâtiments communaux. Le 5 mars, énergie solaire photovoltaïque. Le 19 mars, mobilité durable. Et le 26, méthanisation et réseau de gaz. Comme vous le voyez, nous sommes à vos côtés pour vous accompagner à travers tous vos projets de PCAET notamment. Nous laissons maintenant la place au service pour la présentation en 3 parties de ce premier webinaire sur les enjeux de la transition énergétique. Merci de votre attention. Voilà, vous voyez affichés ici les différents intervenants qui vont se succéder pendant ce webinaire. Moi-même, je serai en charge de l'animation. J'aurai le plaisir effectivement de faire cette fonction, d'assumer cette fonction. Il y a Amandine Adrani qui va débuter, coordinatrice PCAET et mobilité au CIDELA. François Oran, responsable développement et exploitation à la SEM CIDELA Énergie 44. Et Gauthier Moreau, co-responsable transition énergétique au je pense qu'on va pouvoir passer à la partie suivante. On va passer à la partie 2. Tout à fait. Donc, sur la partie 2, où allons-nous? Donc, dans un premier temps, on souhaitait rappeler les grandes trajectoires nationales, ce sur quoi notre gouvernement a acté. Il faut savoir que ces objectifs, ils ont été actés dans 2 projets de loi. Le premier qui date de 2015, la LTCV, la loi de transition énergétique pour la croissance verte, et la loi énergie-climat en 2019. Et ensuite, ces 2 lois ont permis d'alimenter 2 documents plus opérationnels qui sont la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, et la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui ont été approuvés en 2020. Ce qu'il faut retenir, c'est que
l'objectif, d'ici 30 ans, c'est de réduire de moitié notre consommation d'énergie, avec un premier palier en 2030 de réduction de 20%. Pareil, il y a aussi un objectif qui est fixé d'ici 2030 de réduire de 40% notre consommation primaire d'énergie fossile. Et je le rappelle, l'objectif phare d'un point de vue gaz à effet de serre, c'est la neutralité carbone d'ici 2050. Donc je rappelle, la neutralité carbone, c'est un état d'équilibre entre ce qu'on émet d'un côté d'un point de vue de nos activités et ce que la Terre est en capacité d'absorber. Concernant la production d'énergie renouvelable, l'objectif est d'atteindre d'ici 15 ans une part de 50% d'énergie renouvelable dans notre consommation d'énergie finale. Je rappelle, en 2016, nous sommes à 14%. Donc, on voit quand même qu'il y a un gap important à franchir. Il y a aussi des objectifs par filière. Donc, sur la production électrique, il y a des énergies renouvelables électriques. L'objectif est de faire x2 entre 2017 et 2028. Et sur la consommation de chaleur, l'objectif, c'est plus une fourchette, est d'augmenter entre 40 à 60%, pareil, en un peu plus de 10 ans. Pour répondre à ces trajectoires, on a synthétisé ça en 3 grandes transformations qui sont nécessaires. La première, elle va concerner les consommations d'énergie. Je le rappelle, on doit réduire d'ici 30 ans de moitié nos consommations d'énergie, c'est assez énorme. Et pour ça, ça va nécessiter une transformation de nos modes de vie, de nos usages. Donc, on a décidé, on ne va pas vous faire toute une liste à l'après-vert de tout ce qu'il faudrait qu'on change, mais on a décidé de prendre un exemple et de montrer justement ce sur quoi il faut agir. Et on voit bien que les modes d'action, ils vont se trouver à la fois au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif, au niveau gouvernemental, mais aussi au niveau local. Enfin, on voit bien, on va tâcher d'illustrer par cet exemple que les modes d'action doivent se faire à toutes les échelles. Donc l'exemple, généralement ça parle assez vite, hein, c'est je vais au travail à vélo. Ce n'est pas parce que je suis aussi chargée de mission mobilité que j'ai pris cet exemple-là, mais c'est parce que c'est un exemple qui parle à tous. Pour aller au travail à vélo, dès demain, hein, ça nécessite de développer des infrastructures, plus à un niveau collectif, des pistes cyclables, mais aussi du stationnement, notamment du stationnement sécurisé auprès des entreprises. Ça nécessite aussi un petit plus de la technologie, avec par exemple aujourd'hui l'arrivée des vélos à assistance électrique. Pour ceux qui ont testé, on se rend bien compte quand même qu'on peut faire un peu plus de kilomètres avec. Ça passe aussi par des services associés. Si je prends l'exemple de 2 territoires, Châteaubriand-Derval et la Carène, vous avez mis en place des services justement de location longue durée de ces vélos à assistance électrique, ce qui permet de faciliter l'accès à ces vélos-là qui, pour certains, peuvent quand même représenter un coût à l'achat assez important. Ça passe aussi par tout bonnement de l'aménagement du territoire. C'est sûr que si je vis à 50 km de mon lieu de travail, je ne vais pas y aller tous les jours à vélo. Donc, que ce soit tant les services et les enfants, on voit bien qu'il y a une forte problématique aussi d'aménagement du territoire. Ça peut passer aussi par des tests, des défis, des animations qui vont permettre aussi de faire changer les habitudes, les idées reçues, les représentations qu'on peut avoir aussi sur le vélo. Car on le sait, hein, c'est en testant que généralement on arrive à faire changer un peu les idées qu'on peut avoir. Mais ça peut aussi passer tout bonnement par des incitations financières. Hein. Aujourd'hui, la loi permet des forfaits de mobilité aux employeurs, en tout cas, d'indemniser les gens qui viennent à vélo au travail. Et ça peut aussi passer par des bonus à l'achat pour justement faciliter l'accès à ce type, notamment sur des vélos électriques. Donc, on voit bien, à travers cet exemple-là, que ça va passer sur des actions de l'ordre collectif, qui peuvent être poussées par la puissance publique comme des infrastructures, mais aussi de l'ordre individuel. Pour compléter ces transformations, on voit d'un côté, il y a les consommations d'énergie. Il faut bien approvisionner toute cette énergie-là, donc de la production. Augmenter du coup la part des ENR, donc ça veut dire qu'il faut transformer nos sources d'approvisionnement. Et entre deux, il y a les vecteurs justement et les réseaux. Et je rappelle, hein, comme ça a été dit au début par nos élus, vous êtes en tant que collectivité propriétaire aujourd'hui des réseaux d'électricité et de gaz. Et donc forcément, on voit bien que toutes ces trajectoires-là vont impacter demain nos réseaux. Et donc, je vais laisser la place à mon collègue François qui attend à côté de moi pour vous faire une petite page d'histoire sur l'évolution des réseaux au fil des siècles, ce qui permet de rappeler aussi d'où on vient et où on va. Bonjour à toutes et à tous. Je prends la parole en effet quelques minutes pour évoquer avec vous la place des vecteurs énergétiques dans les différentes transitions des systèmes énergétiques qu'on a connus en France et en Europe.
parce que, comme le dit Amandine, l'ensemble du corpus réglementaire ne traite que des baisses de consommation et de la production décarbonée, mais n'évoque quasiment jamais ce qui se passe entre les deux. Or, on va voir que derrière ces infrastructures, il y a aussi des organisations humaines, des gouvernances associées qui doivent poser une vision stratégique, planifier les investissements, réaliser les infrastructures et les exploiter sur le long terme. Donc, en effet, comme disait Amandine, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Premier focus, donc avant la révolution industrielle que j'ai placée arbitrairement en 1850, eh bien, les sources d'énergie primaires, celles à partir desquelles on répond aux besoins énergétiques finaux, elles étaient toutes d'origine renouvelable, on va dire. Même pour la petite histoire, on peut dire qu'elles étaient toutes issues même du soleil, sauf qu'à l'époque, l'humanité ne savait pas réellement comment utiliser en direct cette énergie massive, et donc elle prenait ces ersatz passant par la biomasse, le vent ou l'hydraulique. La principale énergie utilisée, qui répondait à tous les services énergétiques demandés par la population, ben, c'était la biomasse. Par le feu, on pouvait se chauffer et s'éclairer, et puis par la biomasse alimentaire, finalement, on pouvait se mouvoir et travailler aussi sur l'énergie mécanique, on pense à la traction animale. Alors, en petit picto, on voit aussi que la question du service humain pour l'énergie mécanique, à travers l'esclavage, explique peut-être l'ambiguïté de certains pays européens à cette période de notre histoire sur la notion d'esclavage. Le vent et l'hydraulique, eux, ont été exploités plutôt par l'invention de l'utilisation de machines qui étaient dédiées à leur exploitation pour transformer ces sources primaires en énergie mécanique. Ce qui ressort en fait de cette période, c'est qu'il n'existait pas de vecteur énergétique à proprement parler, puisqu'il y avait une relation géographique directe entre les lieux de production, ou tout au moins, on fixait les lieux de consommation là où il y avait ces sources d'énergie primaire. C'est pour ça que les villes, les cités-États se sont installées là où il y avait ces sources d'énergie primaire à disposition. La première grande transition énergétique, finalement, elle intervient donc au XIXe siècle, avec la révolution industrielle, où on voit que les sources d'énergie primaire ont complètement changé. Alors évidemment, la transition ne se fait pas en un an, hein, elle s'est faite sur plusieurs décennies, mais toutes les sources d'énergie primaire à terme sont quasiment d'origine fossile, excepté peut-être le nucléaire dans les 2 dernières décennies. Et on voit qu'elles ont permis finalement de mobiliser une quantité d'énergie beaucoup plus importante. Croisé à cela avec l'invention ou la découverte plutôt de l'électricité, du moins sa maîtrise, fait qu'on a inventé des machines qui étaient en capacité pour toutes ces sources d'énergie primaire de produire une nouvelle source d'énergie qui n'est pas primaire, celle-ci qui est secondaire, qui est l'électricité. Alors, à savoir quand même que pour le gaz, alors le charbon un petit peu, notamment avec le réseau ferré, mais surtout le gaz et le pétrole, ont une capacité à être utilisés en direct sans être transformés par l'énergie, et finalement, en électricité, pardon. Et finalement, on voit que se dessinent les 3 vecteurs énergétiques les plus utilisés encore aujourd'hui, qui sont les infrastructures pétrolières, les infrastructures gazières et les infrastructures électriques. L'idée derrière, évidemment, c'est toujours de répondre aux besoins énergétiques en offrant différents services. On voit que ces besoins énergétiques, par une meilleure maîtrise de ces sources d'énergie et leur transformation, on est capable de développer d'autres services énergétiques plus qualitatifs. Je vois notamment la question du chauffage, où on est capable de distinguer la moyenne température pour l'habitat de la haute température pour les dispositifs industriels. Alors, la biomasse est toujours présente sur le chauffage moyenne température. L'ensemble de ces vecteurs devant répondre à l'ensemble de ces besoins. La particularité est que seule l'électricité est capable d'offrir des services énergétiques qui n'existaient pas avant, notamment le fonctionnement des machines tournantes, très utiles pour toutes nos activités agricoles et industrielles. C'est d'ailleurs pour ça que dans les années 40-46, on va dire, au moment de la création d'EDF, l'électricité a été considérée comme un service universel, car c'était la seule source qui était capable de répondre à tous les besoins énergétiques sur le territoire. Alors, évidemment, si on développe ces infrastructures juste avec le critère de la simple rationalité économique, on aurait déployé des réseaux de gaz et d'énergie
qu'à l'endroit où il y avait des fortes populations, et tous les territoires ruraux auraient dû attendre. Sous l'impulsion finalement de l'État, mais beaucoup des territoires, il y a plus de 80 ans, voire un siècle pour les territoires les plus avancés, eh bien, il y a eu un enjeu de démocratisation finalement de l'accès à ces sources d'énergie pour donner ces services énergétiques aussi dans les territoires ruraux. Sur la question du pétrole, l'État, je pense pour des raisons plutôt géostratégiques, a préféré donner la main à une entreprise au départ nationalisée et maintenant qui s'appelle Total. On rentre maintenant dans la deuxième transition énergétique. Alors on y est, je l'ai mis arbitrairement en 95, c'est les accords de Kyoto et c'est la prise de conscience finalement de l'enjeu climatique. Et jusqu'à 2100, les accords de Paris, c'est la terme des accords de Paris, eh bien, on voit que, d'une part, pour répondre aux enjeux climatiques, les aspects énergie fossile, le charbon va disparaître, le pétrole va diminuer très fortement et le gaz, à terme, va aussi diminuer, peut-être moins fortement que le pétrole parce qu'il est moins émissif. Par contre, on voit une arrivée en force des sources d'énergie renouvelables primaires telles qu'elles existaient avant la révolution industrielle, avec maintenant la capacité d'utiliser le soleil. Nos besoins énergétiques de demain, alors je ne suis pas devin, mais je ne sais pas, j'imagine pas qu'ils vont fortement évoluer en un siècle. Néanmoins, ils vont devoir diminuer. Et face à l'ensemble de ces sources d'énergie primaire, eh ben, on a dû inventer des machines spécifiques pour utiliser au mieux ces sources. Et ça va avoir une conséquence finalement sur la dimension des vecteurs énergétiques, parce que s'il y a une multiplicité de sources, il y a une multiplicité de machines qui va les transformer et certainement une multiplicité aussi des vecteurs énergétiques pour pouvoir au mieux les transiter et mieux les exploiter demain. Donc à côté du pétrole qui va diminuer, du gaz qui va substituer et de l'électricité qui va augmenter, eh bien, il y a la question des réseaux de chaleur qui montent en puissance et puis aussi de la question de l'hydrogène, où là, on ne sait pas si ça sera sous forme de réseau, mais ça sera en tout cas des infrastructures liées certainement à l'hydrogène. En guise de... Pour vous projeter un petit peu en termes d'hypothèse, on se rend compte que la biomasse demain va être une des sources d'énergie primaire qui va pouvoir répondre à l'ensemble des vecteurs énergétiques. Alors aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais elle a ce potentiel en elle. Le solaire va rester contenté à la production de chaleur ou d'électricité et l'ensemble des autres sources d'énergie primaire vont plutôt converger vers l'électricité. L'enjeu de demain, finalement, ça va être de voir en quoi l'ensemble de ces vecteurs et de ces réseaux vont pouvoir communiquer entre eux pour être le plus efficace, notamment dans l'attribution des besoins énergétiques. Forcément, les territoires et l'État ont convergé un petit peu sur une vision, du moins, vu qu'il y a aujourd'hui une absence manifeste dans les textes de vision de l'État sur ces sujets des vecteurs énergétiques, à nous, territoires, de nous emparer de ce sujet. Et je redonne la parole maintenant à Amandine. Alors, pour conclure, ce qui a notamment été présenté par François, la transition énergétique, c'est notamment la transformation d'un monde d'énergie de stock à un monde d'énergie de flux. Je rappelle, aujourd'hui, on est beaucoup sur le pétrole, le gaz, l'uranium, le charbon. Ce sont des énergies qui sont importées, dont on est dépendant d'un point de vue géopolitique. Les énergies de flux, ce sont des énergies qui sont aujourd'hui disponibles localement et qui nous permettront à terme aussi de gagner en indépendance énergétique. Ces énergies de stock, aujourd'hui, elles sont gérées d'un point de vue centralisé. François l'a déjà évoqué. On a quelques grandes centrales aujourd'hui de production. Ça nécessite des investissements très, très, très coûteux. On a quand même un petit exemple à Flamanville. Des retombées financières qui sont extraterritoriales. Et ça place aussi les usagers en position de consommateurs de l'énergie. Le passage vers justement un monde d'énergie de flux va, décentraliser ces centrales de production vers de la production diffuse sur l'ensemble du territoire. Un agriculteur, un particulier peut devenir du coup demain producteur d'énergie, bien sûr dans des proportions moindres, mais c'est la somme qui va être intéressante. C'est, entre guillemets, des investissements moindres à l'échelle territoriale que de grandes centrales de production, et ça dépend aussi après, en fonction du montage des projets, de la gouvernance des projets, cela permettra aussi des retombées financières locales. Et ça va placer aussi, vous en tant qu'élus et aussi les citoyens, dans des positions d'acteurs justement de cette transformation-là. Donc voilà rapidement sur cette, en tout cas on a encore rapidement, là j'ai encore 3 slides sur cette deuxième partie qui concerne vos plans climat, en tout cas là où ils ont été déjà actés. On a essayé de rassembler justement les différentes ambitions. Alors, quand on regarde les ambitions d'un point de vue de la baisse des consommations d'énergie par habitant, ils sont aujourd'hui conformes aux objectifs nationaux tels qu'ils ont été évoqués avant.
Par contre, il y a une spécificité en Loire-Atlantique, hein, c'est qu'on est quand même un chouette département et ça veut dire aussi une évolution démographique très importante sur ces prochaines années. Et du coup, quand on regarde la baisse des consommations finales, en tout cas les objectifs en valeur absolue, on voit qu'on ne répond pas aux ambitions nationales, mais entre guillemets, c'est un peu normal du fait de l'augmentation, justement, forcément, si on est plus nombreux, on va plus consommer. Donc c'est pour ça qu'on a plus mis en avant aussi ce ratio de baisse des consommations par habitant. Sur les objectifs du développement des énergies renouvelables, pour les territoires, en tout cas, où on avait les données, on voit que d'ici 2030, l'objectif, c'est de faire x3, et d'ici 2050, l'objectif, c'est de faire x6 par rapport à 2016. Donc, il reste quand même des ambitions assez fortes. Quand on zoome sur ces ambitions-là, on s'aperçoit qu'en grande majorité, on est plutôt sur des ambitions qui sont ciblées sur le développement de la production d'énergie renouvelable électrique, avec le photovoltaïque et ensuite l'éolien. La chaleur renouvelable, donc notamment le bois énergie, la géothermie et le solaire thermique, reste moins sollicité et en deçà quand même des trajectoires nationales. C'est pas forcément là où en tout cas les ambitions ont été placées, même s'il y a quand même des projets, mais on voit que ça reste le photovoltaïque surtout et l'éolien qui sont sollicités, en tout cas ceux sur lesquels vous êtes engagés au sein de vos différents plans climat. Donc, j'en ai terminé sur cette deuxième partie. On va passer après à la troisième partie sur justement 4 exemples d'actions concrètes pour reprendre justement, pour lire un peu les différentes questions qui ont été notées dans le fil conducteur. Donc, Agnès, je te donne la main. Alors, il y avait effectivement plusieurs questions, réactions. Alors, rapidement peut-être, sur l'hydrogène, il y avait des questions. Donc, sachez qu'il en sera question dans un prochain webinaire. Donc, c'est parti. Dans le dernier webinaire, on évoquera rapidement l'hydrogène. Voilà. Mais ça reste aujourd'hui une filière émergente, donc ça reste très, très modeste, même si effectivement il y a beaucoup de potentiel. Et on évoquera un petit peu, on fera un petit point sur l'hydrogène lors de ce webinaire. Alors évidemment, comme on a pas mal traité aussi de mobilité électrique, il y a des questions à la fois sur les batteries qui concernent les vélos électriques, mais on peut aussi se poser légitimement la question sur les véhicules électriques, et également à savoir s'il y a un bonus achat vélo électrique, sachant qu'il y a également, là on va tenter d'y répondre maintenant, Amandine va vous apporter des éléments de réponse, et sachez aussi qu'il y aura un webinaire consacré à la mobilité durable, donc ce sera le 19 mars. Alors, rapidement, concernant la mobilité, hein, on voit de toute façon qu'importe, tout consomme entre guillemets de l'énergie. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle. En effet, c'est un sujet important. Et justement, l'objectif, ce n'est pas de changer tout le parc aujourd'hui qu'on a en véhicules électriques, parce que là, ce serait inquiétant d'un point de vue de la production. Et c'est bien justement d'abord, de baisser les besoins en termes de mobilité, et là où on ne peut pas baisser les besoins, de faire du transfert vers de l'électrique, du gaz et de l'hydrogène après-demain. Donc forcément, on sait que c'est un sujet en jeu, mais on pourra en reparler, faire un point sur ce sujet-là pendant le webinaire spécifique sur la mobilité électrique. Voilà, on pourra balayer aussi un peu ces sujets de batterie. Et il n'existe plus de bonus sur les vélos électriques pour répondre, sauf pour les revenus qui sont non imposables. Et sinon pour les habitants de Nantes Métropole. Mais ce n'est pas le territoire décidé là. Amandine Oui. Raymond à l'appareil, Raymond Charbonnier. Je voudrais quand même insister sur le fait que les cibles pour lesquelles on doit arriver, c'est décarboner nos activités, c'est-à-dire qu'on ne doit pas délocaliser notre trace carbone. C'est-à-dire qu'on entend parler de la production des batteries, des panneaux photovoltaïques, et la déconstruction, le recyclage. Demain, il faudra aussi qu'on s'inquiète. Alors, on espère que la technologie va évoluer, mais il faudra qu'on produise plus près de chez nous et qu'on délocalise et qu'on fasse une balance entre le coût de construction carbone des nouveaux équipements pour qu'on soit bien au niveau énergie. Il ne faut pas non plus on délocalise notre trace carbone. Et c'est tout l'enjeu du problème, quoi. Donc, c'est vraiment un changement de mentalité et une relocalisation d'une partie de nos équipements.
Non, mais je suis bien d'accord. Hein. C'est la problématique aujourd'hui, c'est ce pourquoi les véhicules électriques sont pointés du doigt, c'est qu'on va délocaliser du coup la pollution. Chez nous, tout ira bien parce qu'entre guillemets, il n'y a pas de polluant qui sort des pots d'échappement d'un véhicule électrique. Et c'est pour ça que cette décarbonation doit aussi s'inscrire justement dans le fait que voilà, il ne faut pas changer un pour un parce que dans ce cas-là, on aurait perdu le pari. C'est bien de maximiser aussi par l'autopartage et d'optimiser l'utilisation de ces véhicules-là. Et de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Oui. Il y avait une question également de Benoît Juret qui souhaitait préciser sa demande sur les chiffres, pourquoi finalement les éléments affichés étaient de 2016 et sur finalement une question comment on n'est pas en capacité aujourd'hui d'avoir un observatoire un peu plus dynamique pour avoir des données plus à jour. Donc aujourd'hui, juste pour préciser ce point-là très rapidement, l'observatoire des mesures en tout cas, des données énergétiques et des données de gaz à effet de serre est assuré par RPI de la Loire, une association régionale qui surveille la qualité de l'air également, avec une gouvernance par la région et l'ADREAL et les services de l'État du coup également. Donc, ça se structure doucement pour essayer de construire un observatoire plus dynamique, mais c'est des sujets, il y a des sujets de gouvernance et des sujets de données qui sont plus ou moins complexes pour récupérer, pour calculer. Donc c'est en train de s'améliorer pour essayer d'avoir quelque chose de bien plus dynamique. Entre autres choses, par exemple, sur le nombre de raccordements de nouveaux moyens de production photovoltaïque sur le réseau. Il y a Enedis qui fait des efforts pour essayer d'apporter des éléments, par exemple, au trimestre. Voilà. Donc ça se structure doucement, mais ces indicateurs aujourd'hui de pilotage pour vos territoires, ils ne sont pas encore tout à fait opérationnels. On essaye d'y travailler également. Voilà, il y a beaucoup d'acteurs à mettre autour de la table pour que ça avance, mais c'est un vrai sujet, effectivement, pour piloter nos actions. Vous avez raison. Alors, juste pour préciser aussi que dans le fil de discussion, il y a pas mal d'échanges sur l'acceptabilité au niveau notamment des éoliennes. Sachez qu'il y aura pareil des webinaires qui seront consacrés à ce sujet, c'est précisé. Raymond là, Charbonnier à l'appareil. Je tenais à dire d'abord, je remercie les services pour ce webinaire, parce que ça, on ne se rend pas compte, mais il y a une somme de travail très important. Et bien que les enjeux de demain, il y a beaucoup de choses à construire ou à co-construire, on n'a pas des réponses sur tout. Les législations évoluent, les techniques évoluent, et ça, on peut maîtriser. Les législations n'évoluent pas toujours à la même vitesse. On vous en parlera sur ce qui est l'histoire des réseaux, vous verrez. On rappelle quand même le rôle du CIDELA, c'est l'émanation des communes, donc on est bien là pour accompagner les communes et essayer de les épauler, les accompagner sur un certain nombre de sujets, et puis peut-être créer des nouveaux services dans l'avenir. Je rappelle quand même, j'ai vu un certain nombre de choses. Les communes adhérentes, à l'heure actuelle, vous avez des outils en ligne sur le site du CIDELA. Vous pouvez avoir, par l'intermédiaire de SIDO-COSO, l'intégralité de vos consommations bâtiment par bâtiment et points de livraison. Donc, il y a des choses déjà à l'heure actuelle. Je ne sais pas si tous ces outils sont bien utilisés par les collectivités. C'est peut-être quelque chose à voir en interne dans vos services. Mais sachez qu'on est là pour vraiment répondre à vos besoins. Et dans le cadre de la mission, enfin, l'instruction des PCAET, maintenant ils sont adoptés, mais la déclinaison, on sait que dans pas mal de collectivités, comment fait-on pour arriver? On prend des bureaux d'études en interne, on prend des bureaux d'études en externe. La réponse est peut-être aussi de solliciter en amont les services du CIDELA, parce qu'on a des conseillers en énergie partagée, entre autres, sur un certain nombre de domaines qui peuvent vous donner de l'appui. Donc, le dialogue est important et on espère qu'il va être encore de plus en plus généré entre nos deux, les collectivités et le CIDELA, qui, je le rappelle, est le syndicat des communes. Merci. Donc là, sur le support, vous voyez alors, du coup, les contacts d'Amandine et François. Donc Amandine qui vous a présenté dans le cadre de sa mission de coordination PCAET mobilité la majorité de ce webinaire. François de la SEM
Si vous avez des questions équivalentes à Blain, c'est François, l'interlocuteur, ou si vous avez des perspectives de développement de solaire, de centrales solaires au sol sur vos territoires, François, c'est le bon interlocuteur. Donc, il n'y a pas mon contact sur la dernière slide. Je vous prie de vous m'en excuser, mais vous trouverez dans l'organigramme mes coordonnées, Gauthier Moreau. Et de toute façon, si vous avez la moindre question sur des webinaires ou d'autres, vous avez les coordonnées de Florence, ou vous avez les élus également qui ont pris la parole. Là, Raymond Charbonnier, notre président, alors, du coup, n'hésitez pas à le contacter si vous pouvez. Et puis Frédéric Dunier aussi, notre premier vice-président. Et il y a également, dans toutes vos communes, ça date pas d'il y a trop longtemps, donc j'espère que vous vous en souvenez, mais vous avez les uns et les autres élus des délégués au CIDELA, enfin des représentants au CIDELA, donc vous en avez 2 par commune. Aujourd'hui, il faut, enfin en tout cas, c'est des points d'appui dans vos communes, vraiment. Saisissez-vous-en, si j'ose dire, pour revenir vers nous, vous approprier ce qu'on peut vous apporter. N'hésitez pas à nous solliciter. Et il faut construire ce dialogue parce que dans chaque commune, vous avez ces relais qui peuvent permettre de faciliter la mise en place de vos actions et de nous aider, que le CIDELA puisse vous apporter la meilleure aide possible dans la manière dont vous essayez de les mettre en œuvre. Je ne sais pas si Frédéric ou Raymond, vous voulez rajouter des éléments. Non, je pense que vous l'avez compris, beaucoup de choses restent à faire. C'est en tout cas très enthousiasmant parce que l'on sent bien que la période actuelle fait que l'on est obligé ou qu'on a envie, peut-être un peu des deux, de changer beaucoup de choses. Et que sachez en tout cas que le CIDELA peut être la boîte à outils pour commencer à élaborer un plan compatible avec vos envies. Et qu'on est en tout cas là pour progresser nous aussi dans ce que l'on peut vous proposer. Donc je vous dis à très bientôt à la Bien, il est temps pour nous de se séparer, de conclure. Merci pour votre attention. Vous pouvez retrouver les replays sur notre chaîne YouTube CIDELA Loire-Atlantique. Évidemment, vous allez être destinataire du support, de l'organigramme pour vous permettre de bien contacter les bons intervenants. Donc au niveau technique, évidemment, les élus du CIDELA sont aussi des relais, ça a été dit. C'est important d'avoir en tête. Et bien sûr, vous serez aussi invité à dire si votre expérience de ce premier webinaire était intéressante ou pas. N'hésitez pas, donc vous aurez un sondage, un questionnaire de satisfaction qui vous sera adressé. Donc revenez vers les orateurs si vous avez des questions ou envie d'échanger, puisque on a un peu balayé, mais peut-être pas toutes vos réactions. En tout cas, d'ores et déjà, le prochain webinaire il est programmé, il sera consacré au réseau électrique, ce sera le 8 janvier. Merci à tous et à toutes. Merci à tous et à toutes. Bonne journée.